Notre corps, s'il y a un virus qu'il ne connaît pas, par exemple, il va essayer de défendre, mais au bout d'un moment, il n'arrivera pas. On peut se figurer le système immunitaire comme une sorte d'immense passoire avec des trous, de sorte à ce qu'il permet, ce système immunitaire, de bloquer certains agents infectieux, mais il y en a d'autres qui passent, quoi. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé, bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Nous allons lever un certain nombre de mystères ce matin avec mes invités. Nicolas Gutiérrez, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes journaliste scientifique spécialisé en santé métabolique, génétique, microbiologique et dans l'environnement. Ancien chercheur, c'est au génome humain que vous devez d'avoir fait des études scientifiques. Et on verra, il y en a beaucoup dans votre livre du génome. Et un doctorat. Vous êtes parti étudier le métabolisme aux États-Unis. Qu'est-ce qui a fait de vous un journaliste scientifique avec tout ça ? C'est les Américains qui vous ont dégoûté d'étudier le métabolisme. Mais ce qui est marrant, là-bas, ce que j'étudiais, c'était l'obésité. Donc, c'était vraiment le meilleur endroit au monde pour le faire. Mais non, c'est que en tant que chercheur, je me suis rendu compte que ce que je préférais de la science, c'était d'en parler. C'était pas autant la faire. Je dois dire, j'étais assez médiocre au labo. Alors qu'en parler, ça, je le faisais plutôt bien. Et j'aimais bien les conférences, parler de ça, les idées, etc. Et donc, du coup, c'est venu tout naturellement. Mais vous êtes retourné à l'école de journalisme. Pour pouvoir faire ça. Donc, après des doctorats, machin, tout ça, l'école de journalisme. Ah oui, il y a au moins... Vous n'étiez pas le plus jeune, en tout cas. En effet, non. J'étais le plus âgé de ma promo. Mais c'était sans regret. C'était un vrai plaisir. Bien, Olivier Lascar est avec vous. Bonjour Olivier. Bonjour. Rédacteur en chef du site web et des applis du magazine de vulgarisation scientifique Science et Avenir. Vous êtes également illustrateur. C'est d'ailleurs vous qui avez illustré le livre dont nous allons parler ce matin, qui s'appelle 50 petits et grands mystères du corps humain chez Vuibert. Alors on va faire de la simplicité ce matin. La simplicité, c'est l'art de rendre simple, lisible et compréhensible des choses qui sont complexes. Nicolas, la majorité du génome humain aurait une origine virale. Ça, c'est votre truc, le génome. Oui, c'est ça que j'ai étudié, en effet. C'est quoi ? C'est des vieux ou des jeunes virus ? Des vieux, très, 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 très vieux. Si l'on veut, depuis que la vie existe, des virus ont essayé de l'attaquer, en gros. Et souvent, dans ces attaques, ils laissent un peu d'eux-mêmes dans leurs victimes qui ne meurent pas. Parce que quand on meurt, évidemment, ça ne sert à rien. On prend un exemple, la peste. Par exemple, la peste. On prend la peste, que vous prenez dans votre livre. Mais là, c'est différent. Pourquoi ? Parce qu'avant, on parlait, c'est ce que j'allais dire, c'est que on a des traces de virus, d'ADN viral dans notre génome. Une grande partie de notre génome est faite, en fait, c'est une conséquence de ces infections il y a des millions d'années. Mais pour la peste, ce qui est arrivé, c'est l'inverse. En gros, c'est les personnes qui avaient un système immunitaire un peu plus agressif que la moyenne, il y avait plus de chances de survivre face à cette maladie. Ils pouvaient se Qu'est-ce que vous appelez mieux. un système immunitaire un peu plus agressif ? Qu'en gros, allait réagir plus rapidement. D'accord. Et donc, du coup, comme ça, eux, ils survivaient. Du coup, avaient plus grande descendance. Aujourd'hui, on le voit, disons que les mutations, etc., qui permettaient cette meilleur système immunitaire ont été renforcées, ont été soutenues, sélectionnées par la sélection naturelle au moment de la peste. Sauf qu'aujourd'hui, où on vit dans un monde aseptisé, où on n'est pas attaqué par des microbes tout le temps, ces systèmes immunitaires hyper réactifs s'attaquent plutôt au corps et donc augmente le risque de maladies auto-immunes. Oui, parce que c'est le corps qui se retourne contre lui-même, finalement. Exactement. Mais donc, on est donc des descendants, des survivants de la peste, et donc dans notre ADN, on peut trouver des traces de ça ? Pas tous, mais une bonne partie, ouais. C'est marrant parce que c'est un sujet qui est totalement d'actualité, puisque les Nobel viennent d'être remis, et le Nobel, alors la terminologie exacte, c'est le prix Nobel de médecine ou de physiologie. Et il a été attribué à 3 chercheurs qui ont travaillé sur la question du système immunitaire et sur la façon dont le système immunitaire arrive à être suffisamment clairvoyant pour lutter contre l'agent agressif, mais pas contre l'organisme lui-même, quoi. Il ne faut pas se retourner. Faut pas se retourner c'est la maladie auto-immune, ça. Absolument, ouais.
C'est ce que tu as appelé la police des polices. La police des polices. En gros, ce qu'ils ont montré, du c'était système qu'il y avait des lymphocytes T où leur rôle, c'est de réguler, de contrôler les autres cellules immunitaires pour qu'elles ne s'attaquent pas à tout le monde. Donc, pendant leur ronde, qu'elles sachent bien différencier entre les microbes pathogènes et les cellules du corps. Pour qu'elles ne se mettent pas à Et d'ailleurs, la attaquer tout le police des polices va faire le ménage pour dégager les fameuses cellules qui pourraient contaminer le reste. monde. Oui, voilà. Mais alors, comment vous expliquez les infections ? Comment vous notre expliquez système finalement, immunitaire, hein. s'il y a des cellules qui sont là pour faire la police, comment vous expliquez qu'on arrive à être infesté ? C'est que quand même, des microbes, il y en a partout. Même sur nous, on en a 10 000. Quand je dis 10 000, c'est une façon de parler parce que c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Et notre corps, même s'il essaye de défendre, il ne peut pas défendre s'il y a un virus qu'il ne connaît pas, par exemple, il va essayer de défendre, mais au bout d'un moment, il n'arrivera pas. Par exemple, le Covid. Si on n'était pas vacciné ou infecté avant, le corps a du mal à se défendre et du coup, l'infection survient. Je crois qu'on peut se figurer le système immunitaire comme une sorte d'immense passoire avec des trous qui ont la taille qu'ils ont et de sorte à ce qu'il permet, ce système immunitaire, de bloquer certains agents infectieux, mais il y en a d'autres qui passent, quoi. Il y a des trous dans la raquette, quoi, littéralement. C'est-à-dire que la police est débordée. La police est débordée. Que fait la police ? La police des polices. Ça marche pareil pour les cellules cancéreuses ? C'est similaire. Les cellules cancéreuses, elles sont attaquées par le système immunitaire pour que le cancer ne prenne pas, mais souvent, ils arrivent à échapper. Ils arrivent à échapper à ce contrôle, et donc du coup, c'est comme ça que le cancer survient. Alors dans votre livre, pour expliquer à ceux qui nous écoutent comment ça fonctionne, vous avez choisi de nous présenter 50 mystères, tous résolus par des scientifiques, mais c'est récent, hein, c'est des découvertes récentes. Tout à fait. On a fait le choix de prendre que des découvertes de ces 5 dernières années pour surprendre le lecteur. L'idée, c'est précisément de parler des choses dont le grand public ne connaît pas, pour donner, disons, des bons sujets de conversation, en gros. Tu savais que, là... Vous disiez tout à l'heure en commençant l'émission que Nicolas est un ancien chercheur lui-même, et là, il a vraiment mis toute son expertise au service du livre, c'est-à-dire que pour faire le sommaire de ces 50 mystères, il est allé voir dans ce qu'on appelle les revues primaires scientifiques. Il y a des noms qui sont familiers maintenant, Science, Nature, The Lancet. Ce sont les revues où les scientifiques publient leurs études, et ce sont des revues qui sont à l'usage d'autres scientifiques. Et les études qui sont publiées dans ces revues primaires, elles ont été validées par d'autres scientifiques. On parle de validation par les pairs. Et Nicolas a fait une sorte de super revue de presse de toutes ces publications dans les 5 dernières années et a sélectionné ce qui est à la fois novateur et aussi quelque part parlant pour le plus grand nombre, quoi, hein. C'est des questions qu'on se pose, hein, qui sont traitées dans ce livre. Ouais, enfin moi je me demande si vous n'avez pas essayé de résoudre des mystères qui surtout vous concernaient, vous, Nicolas. Pas que moi, mais oui. Disons d'abord, vous pensez à quoi ? À quoi je pense ? Mais par exemple, votre dégoût profond pour, on dit Baddi ? Badea. 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 Ah, Badea. Ah oui, Badea. Il faut expliquer ce que c'est que la Badea. C'est vous, ça ? Oui, donc c'est en moi, fait, vous écrivez des livres pour résoudre vos problèmes. Ah, mais ça, c'est vraiment, je pense que quand on est journaliste, c'est une mécanique qu'il faut employer tout le temps, hein. Il faut travailler les sujets qui nous préoccupent, dont on veut avoir les réponses. D'accord. Hein, je crois que c'est le réflexe numéro 1 quand on est journaliste. Hein. On se pose une question, on n'a pas pour avoir la réponse la plus fraîche possible, on fait l'enquête, on va rencontrer les chercheurs, les scientifiques, et on est son premier lecteur, quoi. Hein. D'accord. Donc expliquez-nous ce qui se passe justement quand on a un problème intestinal. Quand moi j'ai Badea. Comme vous avez eu Badea. Déjà j'explique. Une intoxication alimentaire. La Badea, c'est un fruit de chez moi, de Colombie, qui est un peu un cousin lointain du maracuya, du fruit de la passion. Et quand j'en ai mangé la première fois, il était périmé. Et mon corps n'a pas supporté ça. Donc je suis tombé malade. Et après, à chaque fois que je vois, il suffisait de voir le fruit pour ressentir déjà comme un espèce de haut de cœur qui venait. C'est terrible. Et donc du coup, quand j'ai vu cette étude paraître, ça expliquait exactement ce qui se passait. En gros,
Et c'est phénoménal ce qui se passe. Le cerveau, c'est même pas c'est dans le cerveau que ça se passe. Le cerveau se rappelle de cet aliment et il associe le goût de cet animal, de cet aliment au mal-être qu'on a ressenti juste après. Et donc il sonne l'alerte dans le cerveau pour dire non, surtout on s'approche pas. Et de suite le cerveau, tac. Don't touch. Mais comment est-ce que l'information elle remonte au cerveau? Deux Parce que choses. c'est ça la découverte. C'est de trouver quel est le chemin que ça prend. Oui, en effet. Mais il y a le cerveau, quand on mange, il y a le goût qui est, disons, décodé, qui vient de la bouche et qui est décodé, et on associe ce goût à ce qu'on mange. Donc, par exemple, c'est comme ça que je sais que le café que je suis en train de boire a un goût de café. Et j'ai pas besoin de le goûter pour savoir le goût que ça aura. Je garde une mémoire de ça. Et en même temps, après, quand mes intestins se sentent pas bien, à cause de ce mal-être, quand je commence à me sentir mal, après je vais partir vomir aux toilettes, ben là aussi, mon cerveau garde la mémoire de ça. Et après, il associe les deux mémoires. Et donc, voir cet aliment, imaginons le café, ben tac, ça me fait ressentir comme si je venais de boire du café et comme si je venais de être malade à cause de ça. Bien sûr, c'est pas le café qui me rend malade, je serais très malheureux. Vous serez là jusqu'à la fin de l'émission. Ça me rappelle l'expérience de Pavlov avec ses chiens. Alors le chien de Pavlov. C'est exactement. Parce que sur le fameux réflexe pavlovien. Viens. Alors en fait, on associait, on éduquait le chien à ce que sa nourriture vienne au moment où on sonne, on secoue une petite crécelle. Et le chien, il salive parce qu'il sait qu'il va manger. Et au bout d'un moment, il salive simplement à l'audition du bruit de la sonnette. Et le phénomène que tu décris, il est un petit peu proche de ça, quoi. C'est une forme d'habituation. Exactement, le cerveau nous trompe en faisant des associations comme ça. Sauf que là, c'est pour nous protéger. C'est dans un bon sens. En gros, il faut imaginer, nous, notre espèce, ainsi que toutes les espèces animales, vivions dans un univers où il y a plein d'aliments potentiellement dangereux. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas dans la nature, on a envie de les manger, mais peut-être que ça va nous tuer. Donc il vaut mieux se rappeler la prochaine fois, si ça nous a rendu malade, pour pas retomber dans l'erreur. Nos ancêtres savaient qu'il fallait se méfier de certaines baies. Ouais. Certainement. Voilà, 50 petits et grands mystères du corps humain. Alors enfin découvert, et on en parle ce matin. L'éditeur c'est Vuibert et nos invités sont Nicolas Gutiérrez et Olivier Lascar. Je vous disais tout à l'heure que moi je commence toujours les livres par la fin. Alors là j'ai été gâté par la fin. Les derniers mystères, donc j'ai appris pourquoi certaines selles flottaient. C'est marrant, hein. Surtout. Alors ça c'est très drôle, c'est les histoires de pipi, caca et de tout ça, ça cartonne. Et peu importe l'âge, hein. On dit souvent c'est les enfants, mais non, c'est pas vrai. Savoir pourquoi votre caca flotte, ça c'est basique. Et en plus vous pouvez le dire à la cantine, par exemple, c'est des collègues. Et ça je trouve, pour le coup, le livre, ces textes et BD, dans les BD on essaye de choisir des personnages ou des choses de la pop culture qui puissent parler et comment dire, transmettre la connaissance par des analogies. C'est-à-dire qu'il y a le texte, c'est vous, et puis après, fait la BD qui reprend les bouts du texte pour expliquer. Voilà. Et celui-là, je le trouve, c'est un des plus marrants. C'est avec Nautilus et le Capitaine Nemo. Et c'est très marrant, quoi. C'est, en effet, ces blagues de pipi caca et d'épée, ça marche même pour moi. Alors il y a peu de paix dans votre livre, mais en tout cas il y a du caca. Donc pourquoi ça flotte et est-ce que c'est un signe de bonne santé ? Oui. Après, en fait, on ne sait pas si c'est un signe de bonne santé ou pas. On sait juste que ça arrive. En gros, c'est de la même façon qu'on a des P. Les P, c'est des bactéries dans notre intestin qui, en fait, en digérant ce qu'on mange, créent des gaz. Ces gaz-là peuvent se retrouver dans les selles. Donc, et en fonction de la quantité de bactéries qu'il y a dans ces selles-là, il y aura plus ou moins de gaz, et plus ou moins la densité de la selle sera forte, plus ou moins il coulera ou pas. Mais est-ce qu'on a localisé les bactéries responsables de cette flottabilité ? On a réussi à identifier certaines qui sont connues pour produire du méthane et qui sont précisément associées à la production d'épais.
Après, on ne sait pas encore si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. On sait que certaines personnes qui ont des problèmes digestifs peuvent avoir un plus grand nombre de ces bactéries, mais on ne sait pas si pour autant c'est mauvais ou pas. On sait juste que ça existe et ça nous arrive tous. Voilà, alors, toujours à la fin, la bactérie secrète des buveurs de café. Ah, et ça c'est marrant. Parce que moi personnellement, et je pense que c'est le cas de la grande majorité d'Occident, on adore le café. Et c'est pas seulement nous qui l'adorons, c'est aussi les bactéries dans nos intestins qui les adorent. Et qui en boivent, et c'est grâce à elles. En fait, le café, il a beaucoup de bienfaits pour notre corps. C'est grâce à ces bactéries. Elles digèrent ce café pour nous et nous facilitent, nous donnent ces molécules qui après vont nous faire du bien. Vous connaissez le nom de la bactérie ? Par cœur, non. Mais vous l'avez demandé. Non, mais je sais pas la prononcer. Non, honnêtement, c'est... Lawsonbacter. Oui, voilà, c'est assez compliqué comme nom. Voilà, ouais. Je préfère pas tenter. Asaco. C'est une fenêtre sur... Litylus. C'est une fenêtre sur cet univers dont on parle depuis de plus en plus, qui est celui du microbiome. C'est toutes ces créatures, avec des guillemets, qui peuplent nos entrailles. Des bactéries, il y a quoi ? Y a des... Et qui sont essentielles pour notre immunité, pour la digestion, pour plein de trucs. C'est-à-dire, on s'en rend pas compte, mais on vit en cohabitation en permanence, quoi. On héberge des quantités d'entités vivantes. C'est un système de symbiose. L'être humain est une symbiose sur pattes, quoi. Et tant que cette colloque se passe bien, on ira bien. Tout va bien. C'est quoi une cellule totipotente ? Totipotente, c'est une cellule qui peut devenir, c'est une cellule souche qui peut devenir plusieurs types de cellules. Et donc... Alors, vous l'utilisez pour parler de l'embryon et la façon dont il se développe. Oui. Parce que... Et donc ça, l'histoire, elle est marrante, c'est parce que il y a un virus très ancien qui participe dans la façon comme l'embryon s'organise. Le développement embryonnaire est extrêmement bien programmé. C'est une question d'horlogerie très fine. Et là-dedans, un ancien programme qu'on a d'une bactérie participe. En gros, l'embryon commence par une cellule. Après la rencontre entre spermatozoïde et ovule. Ensuite, cette cellule se divise, 2 cellules. Ensuite, 4, ensuite 8, etc., etc. Mais le passage entre 2 et 4 est crucial. C'est à ce moment-là, au début, ces cellules peuvent devenir non seulement des cellules embryonnaires, mais aussi des cellules extra-embryonnaires, comme le placenta. Mais après, une fois qu'elles deviennent 4, là, elles doivent choisir, et celles qui vont devenir embryonnaires peuvent faire que l'embryon, ne peuvent plus faire le placenta. Ce passage-là doit se faire exactement à ce moment-là. Un peu trop tôt, et l'embryon ne sera pas viable. Un peu trop tard, l'embryon ne sera pas viable. En dessin, ça donne quoi, ça, Olivier ? C'était... Ça, c'est les 3 cochons. C'était les 3 cochons. On était dans l'univers des... Parce que, oui, effectivement, comme vous le disiez, pour chaque épisode, on a essayé de faire une BD qui fait de 1 à 3 pages, qui reprend... des silhouettes, des personnages. Alors on dit de la pop culture, mais enfin là c'est les 3 petits cochons. Ils sont pop culture, les 3 petits cochons. Ouais, c'est des personnages qu'on connaît tous. Et là, alors là c'est la science du scénario par Nicolas, parce que moi j'ai fait les dessins, mais sur un scénario de Nicolas qui fait les textes. Parce qu'il y a une partie texte comme des papiers, des articles. Voilà, quoi. c'est ça, ouais. Il y a des articles et en vis-à-vis il y a ces BD qui ont besoin de scénario, et Nicolas a trouvé à chaque fois les métaphores et les correspondances qui permettent d'entrer dans le sujet d'une façon soft, quoi. La BD permet d'amorcer le thème, et puis pour en savoir davantage, on lit l'article qui est en vis-à-vis. Donc on est parti sur un univers des 3 petits cochons avec le chaperon rouge aussi. Et le chaperon rouge, et évidemment le loup qui est là pour mettre le bazar et qui fait et conduire à la fin de l'épisode. Oui, parce que le loup, de toute façon, il peut à la fois aimer les petits cochons et aimer le petit chaperon rouge. Donc voilà, on est tranquille. Et puis c'est loup comme loser, donc à la fin, c'est lui qui perd, quoi. Bien, Nicolas, vous êtes un spécialiste du métabolisme. En quoi le métabolisme explique-t-il que les enfants soient jamais fatigués ? Ah oui, ça, et en plus je le vis tous les jours avec mon fils de 8 ans, qui a une énergie débordante, c'est hallucinant. C'est rassurant de voir dans cette étude en fait que c'est pas que lui, c'est normal. À cet âge-là,
les enfants consomment 50% de plus d'énergie qu'un adulte. Il faut imaginer le truc. C'est si on normalise par rapport à leur poids, ils consomment 50% de plus d'énergie. C'est hallucinant. Et donc, du coup, cette énergie, c'est qu'ils la brûlent. Ils la brûlent tout le temps avec tout ce mouvement partout. Et c'est pour ça qu'ils courent partout, etc. Leur métabolisme est beaucoup plus rapide que le nôtre. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'ils brûlent autant d'énergie. Mais, comme des athlètes de haut niveau, ils récupèrent aussi hyper vite. Et donc, ils ne se fatiguent pas. Nous, on essaie de faire ce qu'ils font. Ouais. Non seulement on aurait besoin de beaucoup de café, mais en plus, à la fin, on aurait mal partout. Vous expliquez que le métabolisme des enfants s'épuise moins vite que celui des adultes et même que celui des sportifs de haut niveau dont vous venez de parler. Ouais, c'est assez hallucinant. C'est des coureurs de fond. Ouais. C'est la haute compétition. Et ils ont besoin de toute cette énergie pour se constituer, pour grandir. Mais il y a plusieurs choses. Déjà, oui, et leur cerveau notamment, qui est en plein développement, ils mangent une grande partie de cette énergie-là. C'est pas seulement qu'ils courent beaucoup, c'est aussi qu'ils sont en train de grandir. Leur corps a besoin de beaucoup d'énergie pour ça. Et donc, le cerveau, c'est le plus gros brûleur d'énergie. Oui, c'est ça, je crois que c'est ce que tu racontes. Mais ça, c'est un autre. C'est une autre. Ça, c'est un autre chapitre. Histoire, en effet, le cerveau, il mange 20% de toute l'énergie corporelle, sachant qu'il fait que 2% du poids total. Donc 10 fois plus par rapport à ce qu'il devrait en fonction de son poids. C'est gigantesque. Alors, si vous trouvez que vos enfants sont hyperactifs, non, ils ne sont pas hyperactifs. Ils sont juste actifs enfants. Et ils sont juste enfants. Voilà. Et c'est une question de métabolisme, en fait. Exactement. Ouais, ça ne sert à rien de vouloir les fatiguer. Vous vous fatiguerez avant eux. Exactement. Il y a un âge pour tout. Donc, à cet âge-là, c'est normal. Voilà. À quel moment ça change, en fait? Ça rentre dans la norme. Ça commence à changer à l'adolescence. Et après, il y a un grand plateau entre, disons, de la vingtaine à notre âge à peu près, 40-50 ans. Et après, à partir de là, on consomme de moins en moins d'énergie. Et les personnes très âgées consomment très très peu d'énergie. Leur corps consomme très peu d'énergie. Et en grande partie, c'est pour ça qu'ils ont moins envie de faire des choses, parce que leur corps ne peut pas... Oui, mais de toute façon, il y a une modification du métabolisme aussi. Oui, c'est ça. Le métabolisme ne peut... C'est pas seulement qu'il bouge moins. C'est pas que moi, à mon âge, je suis plus sédentaire que j'étais à 20 ans. Mon corps aussi est plus lent. Et donc, parce qu'il est plus lent, j'ai plus tendance à grossir, par exemple, quand j'ai 20 ans. Des choses comme ça. Des choses, parce que le métabolisme... Voilà, le métabolisme change en fonction de l'âge. Bien, alors question essentielle, pourquoi n'arrivons-nous pas à bouger nos oreilles? Moi, mon chien y arrive. Alors là, il y a des gens qui y arrivent. Il y en a qui arrivent. Ouais. Jim Carrey, par exemple, il y arrive. Non, moi, j'y arrive pas. Moi, mais Jim Carrey, il a des années de pratique. Oui, peut-être, mais il a fait une carrière là-dessus. J'ai fait ça il y a pas longtemps. Ouais, il fait ça, c'est hallucinant. Et tu vois les oreilles qui bougent comme ça. Alors c'est lui que j'ai dû voir. Ouais. Parce qu'en fait, il y a des muscles cachés. Il y a des muscles. On a des muscles dans les oreilles, parce que comme les chiens ou d'autres animaux qui peuvent bouger leurs oreilles pour l'orienter en fonction du bruit, du son, nous, on pouvait faire ça aussi. Et on a ces muscles encore. Sauf que chez la plupart des gens, ils ne bougent plus les oreilles. Mais si on regarde de plus près, on voit que ces muscles s'activent quand la personne essaye d'entendre, essaye d'écouter quelque chose avec concentration. Alors, donc, c'est-à-dire qu'on pourrait? Non, on ne pourrait plus. Disons que le muscle, il est atrophié. Ouais. Il ne peut plus faire ça, mais il essaye. Il s'active, il essaye. D'accord. Alors, je vous pose la question parce que vous expliquez d'où nos oreilles viennent-elles. Elles viennent des branchies, des poissons. Et c'est ça, c'est marrant, hein, ils viennent de la petite sirène. Mais les poissons, ça écoute, ça entend pas, non? Non, mais ça fait autre chose. Parce que les branchies chez les poissons, c'est pas le même rôle, elles sont pas là pour écouter. Pas du tout. Mais l'évolution est extrêmement débrouillarde. Elle est très bonne bricoleuse. Et elle fait avec ce qu'elle a. Donc, par exemple, nous, sortis de l'eau, avant, dans l'eau, ils avaient besoin de quelque chose pour respirer, c'est branchies. Donc des ouvertures sur les côtés de la tête qui permettaient de capter l'air, l'oxygène. Après, en dehors de l'air, il n'y avait plus besoin de la mer, il n'y avait plus besoin de ces branchies-là. On pouvait respirer l'oxygène qui nous entourait. Mais à quoi pouvait servir ça? L'évolution a trouvé une autre façon d'utiliser. Ces ouvertures sur les côtés, ça a donné l'oreille. C'est-à-dire que l'évolution recycle tout. Exactement, l'évolution recycle tout, rien ne se perd.
D'habitude, on dit c'est la fonction qui crée l'organe, et là, c'est le contraire. Ouais, c'est l'inverse. Il y avait besoin de quelque chose pour nous orienter par rapport au sang, etc. Il y avait cette programmation génétique qui était déjà là, et l'évolution a dit, tiens, si on utilisait ça. Alors, ceci étant dit, le son est important sous l'eau. On dit de la grande profondeur, quel est le monde du silence, c'est une idée reçue. Non, ça fait du bruit. Le bruit est important. Il y a des espèces animales sous-marines qui... d'ailleurs, il y a les cétacés, les dauphins, les baleines, etc., avec leur sonar. Mais même beaucoup plus profondément, on se demande si certaines crevettes qui n'ont pas d'oreilles, mais qui sont quand même sensibles au son, pourraient utiliser les ondes sonores pour se déplacer d'un biotope à un autre, quoi. C'est pour les curieux ce matin, un livre qui s'appelle 50 petits et grands mystères du corps humain chez Vuber. On en parle avec mes invités, Nicolas Gutiérrez, qui est journaliste scientifique, et Olivier Lascar, lui, qui a illustré ce livre. Donc on l'a vu, c'est 50 mystères récemment décodés par la science que vous proposez aux lecteurs de découvrir. Alors on parlait des poissons, mais il y en a aussi pour les cheveux. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on a les cheveux qui blanchissent ? Et est-ce qu'on pourrait faire qu'ils ne blanchissent pas d'ailleurs ? Et voilà, une question que tout le monde se posera à un moment de sa vie. Là, il y a la réponse. Ouais. Vous la voulez, j'imagine ? Ouais, si vous voulez. Sinon, si vous voulez, on peut faire du teasing, laisser les gens lire votre livre, et puis après on peut changer de sujet si vous voulez. Mais parce qu'il y a deux sujets sur les cheveux. Il y a le sujet sur la couleur et le sujet sur la perte des cheveux. Ouais. Mais sur la couleur, c'est une histoire d'égarement. C'est très parce très que marrant, longtemps, on a cru que c'était pas à cause de ça. Non. Que les cheveux blanchissaient. Ouais. En effet, c'est le cheveu, il est coloré par des cellules en fait qui, comme des imprimantes, vont donner de l'encre pour colorer le cheveu. Et au bout d'un moment, on imaginait que cette encre s'épuisait et tout simplement, il y avait plus d'encre et les cheveux sortaient blancs. On s'aperçoit que ce n'est pas le cas. L'encre, elle est encore là, sauf qu'elle s'est égarée. On ne peut plus l'utiliser, mais elle est là. C'est-à-dire qu'il y aurait la possibilité de l'utiliser, de l'appeler. En gros, elle se perd à un moment donné dans son chemin. C'est une histoire de les cellules qui créent ça, les mélanocytes. Donc au début, on disait que c'était à cause des mélanocytes. Oui, parce qu'ils s'épuisent. Oui. Les cellules souches qui donnent ces cellules-là s'épuisent à bout d'un moment. Mais en fait quand avant de mûrir, ces cellules souches, avant de devenir des mélanocytes, elles sont dans un site du bulbe pileux qui va donner les cheveux. Et ils doivent bouger de là, sortir de là pour aller dans un autre endroit où ils vont mûrir, devenir des mélanocytes, colorer les cheveux. À chaque cycle des cheveux, il y a ça qui se passe. Ces cellules souches sortent de là, vont ailleurs, mûrissent, colorent les cheveux. Et dans ce cheminement, il y en a plusieurs qui viennent. Et certaines ne sont pas utilisées et elles reviennent au point de départ. Mais certaines ne reviennent pas, restent au milieu. Donc quand ça s'épuise dans le point de départ, en vrai, il en reste encore dans le chemin des cellules souches de mélanocytes. Il suffirait de leur dire revenez à la maison et elles pourraient colorer nos cheveux pendant encore quelques années. D'accord. Bon, ça c'est les pistes des chercheurs de toute façon actuellement. Maintenant qu'on a trouvé pourquoi, on va essayer de trouver comment retarder le blanchiment des cheveux. Vous imaginez, celui qui trouve ça, il est milliardaire. Alors, il y a celui-là et celui qui arrivera à trouver comment faire pousser les cheveux. Ouais, celui-là, il est encore plus... Et à mon avis, lui, il sera encore plus riche. Il sera encore plus milliardaire. J'ai déjà eu cette discussion avec pas mal d'invités, mais j'arrive pas à comprendre comment aujourd'hui, avec tous les moyens, toute la recherche qu'il y a, on n'est pas réussi à refaire pousser des cheveux. De façon naturelle, à part les implants. Oui, à part les implants qui fonctionnent bien. Faut voir Elon Musk, mais ça... Après, des cheveux qui poussent, qui arrêtent de pousser et qui après faire pousser, pareil, ça serait possible. Parce que, encore une fois... Olivier, ça n'a pas marché, celui. Non. C'est vrai que je pense à Musk, qui est vraiment l'exemple... c'est le meilleur exemple, en effet. Quand on voit les photos de lui à 20, 30 ans, là, on voit sa belle calvitie là, qui creuse bien les tempes, etc. Et maintenant, il a une chevelure de Valkyrie. L'argent, ça aide. Mais il y aurait une possibilité, en fait, c'est pareil que pour la couleur des cheveux, c'est une question de cellules souches
qui s'épuisent, mais en vrai, elles ne s'épuisent pas. Il y en a encore. Mais là, le cas, ce qui se passe, c'est que ces cellules deviennent trop rigides. Ces cellules souches n'arrivent plus à redevenir des cellules mûres. C'est à chaque cycle cellulaire, les cellules deviennent rigides, s'assouplissent. Deviennent rigides, s'assouplissent. Mais avec l'âge, elles ont de plus en plus du mal à faire ce cycle. Et elles restent rigides. Et elles n'arrivent plus à... Donc il suffirait en gros peut-être un petit massage aux cellules pour qu'elles se relaxent un peu, flexibilisent un peu. Et là, on pourrait avoir des cheveux... Bon, moi, pas besoin, mais d'autres pourraient avoir... Alors, c'est vrai que vous êtes particulièrement chevelu, mais vous êtes plutôt jeune encore. Mais l'idée, c'est de les empêcher de tomber ou de les faire repousser? Ben, en fait, ça serait peut-être plus simple de les faire, d'empêcher qu'ils tombent, quoi, non? Non, les cheveux, ils tombent tout le temps. Tout le temps, les cheveux sont en train de tomber. Mais quand on devient chauve, c'est qu'à un moment donné, ça tombe plus vite. Mais c'est surtout qu'ils ne sont pas remplacés par de nouveaux. C'est ça parce que normalement, les cheveux tombent, mais ils sont remplacés par un nouveau cheveu qui naît, etc. C'est tout un cycle. Là, quand les cycles s'arrêtent, ça tombe et il n'y a plus rien qui vient. C'est là que la calvitie vient. Et tu me disais l'autre jour à ce propos qu'un mystère qui n'est pas résolu, c'est de savoir pourquoi les cheveux qui sont sur la tête tombent, alors que les poils des sourcils, par exemple... poussent plus. Oui, poussent plus. Et dans les oreilles. Alors non, mais attendez. Paradoxalement, vous perdez vos cheveux et vous découvrez plein de poils dans des endroits où vous estimez ne pas en avoir besoin. Là, j'ai un grain. Il y a un phénomène de glissement, on dirait que c'est une sorte de tectonique des poils. Mais les sourcils qui vous embêtent pas pendant des années, subitement se mettent à pousser. Oui, ça c'est vrai que... Alors on le traite pas là. Mais qu'est-ce qu'ils font les chercheurs alors? Mais oui, qu'est-ce qu'ils font? Plutôt que de s'intéresser au cancer et à l'Alzheimer, il y a des trucs plus importants. Et au caca qui flotte ou pas, il ferait mieux de s'occuper des cheveux et des sourcils. Les sourcils broussailleux. Bien, pourquoi est-ce qu'on ne se souvient pas de ses souvenirs d'enfant? Alors ça, c'est une question auquel les scientifiques ont répondu récemment. Ouais, d'enfant, la petite enfance. Parce qu'on se souvient à partir d'un certain âge. 4, 5 2 ans, quoi, par là. Mais en effet, c'est les 2-3 ans où on ne se souvient pas. On n'arrive pas à se souvenir. Vous avez des souvenirs de bébé, vous? Enfin, de quand vous étiez bébé? Moi, personnellement, après, j'ai entendu des gens qui disaient oui, mais en général, on n'a pas. On n'arrive pas à se souvenir. C'est quoi? C'est 4 ans, 4-5 ans? Oui, par là. Moi, 4 ans, je me rappelle, à peu près. Mais avant, c'est des images, des sons, des odeurs, peut-être. Et encore. Après, il y en a qui disent qu'ils arrivent à se rappeler de leur naissance, par exemple. Mais bon, ça, je sais pas. C'est des mythomanes. Je peux pas. J'étais pas là, je peux pas vérifier. Mais ce qu'on sait, par contre, on imaginait que du coup, c'était le cerveau en développement des bébés. Au bout d'un moment, en gros, ces mémoires qu'il créait, il n'arrivait pas à les créer, il n'arrivait pas à les solidifier. Ça se perdait. Et que c'était seulement quand le cerveau était développé que du coup il pouvait vraiment former des vrais souvenirs, et c'est pour ça qu'on s'en rappellerait. Mais cette recherche dont on parle dans le livre montre que ce n'est pas le cas. Les bébés peuvent très bien former des souvenirs. C'est juste que le cerveau, après, il a du mal à retrouver ces souvenirs, comme s'il perdait le directoire où c'était écrit où est chaque souvenir, et du coup il ne peut pas aller les chercher. Et donc là il faut aller sous hypnose. Je ne sais pas si c'est l'hypnose qui fonctionnerait. Je sais pas, rechercher ses souvenirs. Mais, par exemple, ça a été essayé chez des souris, avec une technique qui s'appelle l'optogénétique, où en gros on peut... Attendez, expliquez ce que c'est ça. Oui, voilà, l'optogénétique, c'est on modifie des cellules génétiquement pour qu'elles puissent s'activer avec une stimulation de lumière. Lumineuse. Voilà, et donc du coup, quand on fait ça, quand on modifie des cellules du cerveau et de l'hypothalamus qui s'occupent de la mémoire, et comme ça, après, quand on active avec cette lumière-là, on voit que des souris se rappellent des souvenirs de quand ils étaient bébés. C'est-à-dire que ces souvenirs sont là, mais on n'arrive pas à les activer. Beaucoup de parents parlent devant leurs enfants bébés en pensant qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce que les parents disent, alors que les bébés comprendraient en fait. Ah, ça, je sais pas. Parce que comprendre, il faut comprendre une langue, par exemple. Et ça, je sais pas si un bébé a déjà appris à comprendre une langue. Il comprendra peut-être le ton de la voix. Mais... Je crois qu'à la naissance... Par exemple, le français, c'est extrêmement complexe. Je pense pas qu'un bébé sache le parler. Si ses parents étaient français, le bébé, il est habitué à entendre français. C'est pas génétique. Et même... par le ventre, même si un bébé, en effet, il peut entendre quelque chose étant dans l'utérus, c'est quand même des sons assez
est diffus, puisqu'il est dans un milieu aqueux et il y a plusieurs barrières. Le corps de la mer, en fait, qui fait barrière et qui, du coup, je suis sûr qu'il n'arrive pas à entendre des mots tels quels. Il entendra et des bruits comme ça. Donc, je ne pense pas qu'il arrive à entendre une langue. Il ne comprend pas le bébé, alors? Je ne pense pas, non. Les femmes vieillissent-elles mieux que les hommes? En tout cas, elles vivent plus vieux. Ils vivent plus vieux. Pendant longtemps, on pensait que c'était juste parce que les hommes sont plus cons, qu'ils font plus la guerre, qu'ils boivent plus. On disait qu'ils travaillaient plus. Qu'ils travaillaient plus aussi, si l'on veut. Ouais. Mais ils se mettaient plus en danger, quoi. Oui, que c'est, voilà, en tant qu'homme, on aurait plus de pratiques à risque. Voilà, des pratiques à risque, merci. Et que les femmes seraient plus sages. Mais on voit que même comme ça, même si on normalise ça et on prend des hommes assez sages, c'est pareil. Les femmes, en général, vivent plus longtemps. Et c'est quelque chose de magique qu'elles ont. Un super pouvoir, vraiment. Tout commence dans les chromosomes. Nous, les hommes, on a un chromosome X, un chromosome Y. Les femmes, elles ont 2 chromosomes X. Donc 2 copies d'un même chromosome. Une fois que, pendant toute leur vie, il y a une de ces copies qui est silenciée. Pour qu'il n'y ait pas un déséquilibre, s'il y a 2 gènes qui s'activent en même temps, il y aurait par exemple trop de protéines de ce gène-là. Donc il y a une des copies qui est toujours en silence. Mais à partir d'un certain âge, soixantaine par là, le corps n'arrive plus à silencier ce 2e chromosome. Et donc du coup, certains gènes s'expriment en double. Le nombre de protéines produits, du coup, est beaucoup plus élevé. Et c'est notamment le cas d'une protéine qui protège le neurone. Et donc grâce à ça, les femmes seraient protégées du déclin cognitif plus que les hommes. Ça, c'est ce que dit la science. Voilà. C'est prouvé, encore une fois, scientifiquement. Ouais. Ça n'empêche pas que quand on regarde les malades d'Alzheimer, en proportion, c'est 2/3 de femmes pour 1/3 d'hommes. Et ça, c'est quelque chose de très paradoxal, mais qui a une explication. C'est-à-dire, les femmes, en effet, elles sont plus à risque d'avoir la maladie d'Alzheimer, mais ce n'est pas le cas si on normalise par rapport à plusieurs choses, dont l'accès à l'éducation, par exemple. C'est que dans la plupart du monde, et notamment pour les générations aujourd'hui qui pourraient avoir Alzheimer, donc disons qui étaient jeunes il y a 50, 60 années, l'accès à l'éducation n'était pas le même pour l'homme et la femme. Et on sait que l'éducation est protectrice contre la maladie d'Alzheimer. Et donc, du coup, ça augmenterait le risque des femmes, mais artificiellement. Ah, ok. Bien. On va terminer avec une question essentielle que vous pourrez poser la question à vos collègues ce soir. Quelle est la température du cerveau? Tiens, Solal, qui réalise l'émission. Mais non, non, je comprends pas ce que tu dis. 38, il dit. Il dit 38. Alors, c'est plus. Ça dépend où. Ça dépend ce qu'on regarde. Ça dépend à quelle heure. Ça dépend à quelle heure. Ça dépend de plein de choses, en effet. Mais il y a des points du cerveau qui peuvent arriver à 41 degrés. Mais est-ce que ça veut dire que le cerveau est la partie du corps la plus chaude? Oui. Voilà, c'est ça, 41 degrés. Ouais, c'est énorme. Ouais. Ça, honnêtement, n'importe où ailleurs dans le corps, c'est fièvre et c'est dangereux. Alors que le cerveau peut atteindre ces températures-là et c'est pas grave. S'il arrive à se rafraîchir. Ouais. Oui, parce que c'est ça. En fait, il faut le rafraîchir. C'est ça. La nuit, normalement, nos cerveaux, il rafraîchit, c'est normal. Il fait ce cycle-là où il chauffe la journée, il se rafraîchit la nuit, etc. Mais en vieillissant, on arrive de moins en moins à faire ça. De moins en moins, le cerveau arrive à se rafraîchir la nuit. Il reste de plus en plus chaud. Et donc? Et c'est mauvais pour le cerveau et ça accélère les déclins cognitifs. Est-ce qu'il y a des moyens de rafraîchir le cerveau artificiellement? Le problème, c'est que c'est à l'intérieur que ça se passe. Donc la partie, disons, externe du cerveau, le cortex, il se rafraîchit assez rapidement. Mais le problème, c'est la partie centrale du cerveau, qui est très très loin, du coup. Et qui, du coup, a plus de mal à se rafraîchir. Et ça, on ne peut pas mettre un ventilateur là-dedans. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de dire qu'on fait de la température.
Ben non, c'est pas de la fièvre pour autant. C'est pas de la fièvre. Parce qu'en plus, on le sentirait pas. On peut pas mettre un thermomètre là-dedans. Non, parce qu'on le sent pas. C'est ce qu'on a fait avec notre dessin, mais en vrai, on peut pas. On peut pas. Bon, vous avez dans le dessin, on a planté un thermomètre dans le crâne d'un super-héros. Ouais, c'était bien. Et quand on dit j'ai le cerveau qui chauffe, donc c'est vrai. C'est à prendre au pied de la lettre. Ouais, c'est ça. C'est vrai. En tout cas, j'ai le cerveau qui chauffe, c'est un cerveau qui va bien, quoi. Oui, c'est normal qu'il chauffe. C'est un cerveau qui carbure normalement. Voilà. Bien, plein d'autres mystères qui ont été donc décodés dans votre livre, 50 petits et grands mystères du corps humain chez Vuibert. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous regarderez la captation de cette émission en vidéo sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci de nous avoir prêté vos oreilles. Essayez de les faire bouger si vous pouvez. Passez une très belle journée. Santé sur Beurre FM.